Rédemption ou répétition, c'est le thème du combat principal de l'UFC 320. Le nouveau champion Magomed Ankalaev défend pour la première fois dans une revanche immédiate octroyée à Alex Pereira. Sur quels détails techniques le Brésilien doit-il travailler pour récupérer son titre? Le champion doit-il faire des ajustements pour surprendre son challenger? Doit-on s'attendre à un nouveau combat mesuré ou est-ce que ça va se rentrer dedans? On répond à tout ça dans cet épisode. Le game plan avec Brian Boulan, c'est maintenant. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Unibet.fr. Rejoins-nous uniquement si c'est pour t'amuser. Et une approche ludique, le fun n'a pas de limite. Ton portefeuille en a une. Sois responsable, sois en âge et vois ça comme une opportunité de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. Tu remplis les conditions, alors profite d'un bonus lors de ton inscription avec le lien en description. Brian, on n'est pas bien là, notre petit studio, rien que pour nous. On remercie Social Sky de nous accueillir dans le Sky Studio pour qu'on puisse débriefer, faire plutôt une preview et le game plan de Alex Pereira contre Magomed Ankalaev, le numéro 2. Alors, c'est pas parce qu'on est en studio que je vais changer mes habitudes. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat? Les adaptations. Les adaptations, en particulier de Pereira, et puis d'une certaine manière, les adaptations d'Ankalaev, j'espère la progression, surtout en lutte. Ok, je pense qu'on s'aligne clairement là-dessus. On va en discuter. Le premier combat était juste au niveau du scoring, mais pas encore ultra convaincant, relativement compétitif. Donc, de mon côté, je m'attends aussi à des ajustements de Ankalaev. On va analyser ça juste après notre Tale of the Tape. Alex Pereira est le challenger légitime selon les rankings UFC et Fight Minds où il occupe la première place. L'ancien kickboxer a remporté 12 de ses 15 combats en MMA avec un palmarès à 9-2 sous la bannière de l'UFC. 83% de ses victoires sont avant la limite grâce à 10 KO. Le champion compte 21 victoires pour une seule défaite, une égalité et un no contest. À l'UFC, il a obtenu ses 12 victoires et ses 3 combats non remportés. À l'image de son challenger, il n'a jamais gagné par soumission. Il a 12 victoires par KO à son actif, soit 52% de victoire avant la limite. Poatan mesure 1m94 avec une allonge de 2m3, c'est 3 cm en taille de plus qu'Ankalaev et 12 cm au niveau de l'allonge. Alex Pereira est plus précis debout, 62% de ses frappes touchent la cible avec un volume à 5 tout rond. 3.7 frappes touchent du côté d'Ankalaev avec une précision 10% plus faible. Défensivement, le champion est plus en place avec 57% et 2.5 frappes encaissées à la minute contre 53% qui amène Pereira à en encaisser 3.5 à la minute. En novembre 2023, Alex Pereira s'emparait de sa deuxième ceinture à l'UFC en éteignant Jiri Prochazka. En main event de l'UFC 300, il éteint Jamal Hill dans sa première défense et bat à nouveau Prochazka par KO 2 mois plus tard. Pas de repos, 4 mois plus tard, il met Rountree KO dans la 4e reprise. Et c'est en mars dernier qu'il s'incline à la décision face à Ankalaev. Magomed Ankalaev faisait égalité contre Jan Blachowicz pour la ceinture vacante en décembre 2022, puis combattait inutilement Johnny Walker dans le désert en octobre 2023. 3 mois plus tard, il le prenait à nouveau et gagnait par KO au deuxième round. Sa victoire contre Rakic en octobre 2024 est la prestation qui l'a amené au titre remporté face à Alex Pereira. Notre communauté a voté, comme d'habitude, rédemption ou répétition. Sur 4500 votes, on a 57% qui voient rédemption avec un Alex Pereira qui vient récupérer son titre. Je te vois surpris. Ah oui. Ouais. Donc, en gros, moi, la manière dont je lis ça, c'est que notre communauté s'attend soit à ce que Pereira, ça a été une contre-performance au premier combat, soit qu'il va faire les ajustements nécessaires pour venir chercher la victoire. Je propose qu'avant de passer dans les forces et faiblesses, on fasse un petit contexte du premier combat. Je te voyais sur ton ordinateur revoir un peu la décision. Donc, ils se sont affrontés en mars à l'UFC 313. C'est il n'y a pas si longtemps, c'est 6 mois, une demi-année. Les scorecards se lisent 48-47, 48-47, 49-46 pour Ankalaev, décision unanime. Et je sais que tu aimes bien faire round par round. Le premier round, c'est unanime. Les 3 juges le donnent à Pereira. Round 2, 3 et 4, c'est unanime. On le donne à Ankalaev, les 3 juges en tout cas. Et le round 5, 29-28 pour Pereira, c'est split, mais à l'avantage de Pereira. Donc, on a aussi le scoring des médias qui était beaucoup plus partagé que les juges. Il y a 11 médias qui donnent la victoire à Ankalaev, mais il y a 9
média qui donne la victoire à Pereira et un média qui donne une égalité. Donc, il a mis un 10-10 quelque part. Personnellement, je trouve que la bonne personne est partie avec la ceinture. Oui. Il mérite la victoire, mais la réalité, comme je disais un peu en post-intro, c'est qu'il n'a pas été ultra convaincant. Je pense que certains diront si, il a été convaincant sur son striking parce que c'est pas là où on l'attendait quand même. Oui, à ce niveau-là. Il nous a clairement surpris. Il nous a clairement surpris dans sa manière de pouvoir boxer Pereira. On voyait Pereira être largement au-dessus de lui. Ça faisait partie un petit peu de ce qu'on disait. Hein. S'il s'affrontait sans risque de takedown, on voyait Pereira largement supérieur. Et le combat, ça n'a pas été le cas. Tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il nous a fortement surpris. Mais c'est vrai, quand on regarde à nouveau le combat, il y a des rounds qui sont très serrés. Il y a, toi tu l'as dit, c'est le 3e round, je pense. Non. Oui, le 3e round. Je te l'ai dit en off, c'est le 3e round où au final les fans le donnent majoritairement à Pereira. Les juges sont unanimes, mais c'est la raison pour laquelle on voit 9 médias donner le combat à Pereira, c'est parce qu'ils donnent le numéro 3 à Pereira. Et c'est clair que vu du point de vue du téléspectateur, bien c'était serré avec une sorte de 50-50 entre guillemets, avec pas mal de public qui voyait Pereira l'emporter et une partie qui voyait Ankalaev. Donc oui, c'était plus serré que ça, c'était pas une surdomination, même si moi personnellement je trouvais que Pereira était passé un peu à côté de son combat. Alors c'est toujours pareil, est-ce qu'il est passé à côté, est-ce que c'est Ankalaev qui a fait la performance parfaite? Peut-être un mix des deux. On va y revenir parce que j'ai pris pas mal de notes statistiques et sur les statistiques, il y a pas mal de choses qui ressortent de ce premier combat. Et alors oui, je reviens là-dessus. Je pense que quand tu regardes l'ensemble du combat, vraiment Ankalaev mérite la victoire. Mais le MMA, c'est scoré round par round et c'est pour ça qu'on dit que c'était serré parce que sur base du scoring, des règles du scoring, il y avait un monde où Pereira pouvait prendre 3 rounds. Il aurait pris, je pense qu'on aurait parlé d'un vol ou tu vois, clairement. Il aurait pris. Moi, à la fin, je voyais Ankalaev l'emporter. Je voyais une possibilité d'un vol, entre guillemets, tu vois, sur cette question-là. C'est-à-dire, tu te fais dominer, mais tu réussis à prendre 3 rounds, dont un super serré. Ouais. C'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Ouais, en fait, c'est déjà arrivé qu'on ait des combats où la sensation, le ressenti que tu as à la fin du combat, c'est un tel a gagné, et après tu vois les scorecards et tu fais non, pourquoi l'autre a gagné? Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes vraiment round par round, tu dis on est obligé de rester là-dessus, donc on a l'impression que le plus mauvais a gagné, mais c'est la réalité du sport. Une majorité de notre communauté pense que Pereira va récupérer son titre, donc on va commencer par décrire le champion. Quel est son profil? Quelles sont ses forces? Profil striker, c'est un combattant à très haut niveau, donc droitier, il cherche le KO, il crée les ouvertures pour mettre KO tout simplement. C'est un combattant, voilà, je pense. Gaucher, pardon. Il est gaucher. Tu parles de qui là? Ah, Ankalaev. Ah, j'ai commencé par Pereira, excuse-moi. Non, notre communauté donne Pereira favori, donc on commence par... Désolé, dans ma tête, c'est Pereira underdog. Donc, ok. Désolé. Donc, on revient sur Ankalaev. Ankalaev. Gaucher. Ça reste un striker. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien le cataloguer chez les lutteurs, etc. Je suis désolé, mais ça n'est pas un lutteur. On doit faire le deuil. Il n'a pas une lutte qui... Enfin voilà, mais c'est un excellent striker, il y a aucun doute là-dessus. Il bosse très bien, donc gaucher, il est capable de travailler en pression, d'absorber pour pouvoir contrer. Il est complet, il varie toutes les hauteurs, il va travailler avec son jab au corps, travailler à la tête. Où pour moi il a été excellent avec Pereira, c'est sa capacité à shifter, donc à changer de garde en avançant et à frapper et à proposer non pas du kickboxing mais du striking MMA. Et du striking MMA pour moi c'est donc déjà le fait de shifter et d'envoyer des frappes relativement larges, des swings, tu vois, qui sont pas très habituels en kickboxing, en boxe anglaise où on cherche vraiment à être très propre, dans un truc très cadré, et donc les frappes larges, c'est quelque chose que les kickboxers ne sont pas habitués, que les boxeurs ne sont pas habitués. Et je pense que ça a été une grande force sur ce combat-là. Ouais. Voilà pour Ankalaev. Alors, il est complet, il reste complet, c'est un combattant qui reste complet, mais en tout cas, il nous a prouvé que c'était un excellent striker de MMA. Ouais, et puis sur sa carrière, on va pas revenir sur les stats, mais il a shooté très peu de takedowns dans sa carrière, et il en a réussi encore moins. On l'a pas vu beaucoup au sol. Peut-être que c'est la mauvaise expérience contre Paul Craig qui l'a amené à devenir un tout petit peu plus striker, j'en sais rien, mais effectivement, moi je le considère beaucoup plus comme un striker complet, mais sa lutte va devenir quelque chose plus en back pocket, ou bien justement pour peut-être ouvrir
des opportunités debout. Je pense que là, contre Pereira, il a cherché à amener au sol 12 fois. Je pense que quand il fait ses rentrées en lutte, Pereira sent qu'il y a une intention de mettre au sol. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il rentre en lutte pour montrer qu'il y a ça en MMA, qu'il y a le danger, mais il ne va pas exploiter trop d'énergie là-dedans, et ça permet après de varier le jeu. Et je pense que la deuxième chose qu'il a très bien faite contre Pereira, c'est le hand fighting. On était en garde ouverte, et je pense qu'il a beaucoup maîtrisé la main avant de Pereira. Il a annihilé, en quelque sorte, le jab et le crochet de Pereira, qui sont deux de ses grandes armes debout. Et... tu parlais aussi de striker MMA par rapport à quand tu viens du kickboxing, il y a une question de distance. Et je pense que le hand fighting, ça augmente légèrement la distance et ça peut perturber Pereira qui est plus habitué à combattre un peu plus proche de son adversaire. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que moi j'avais mis en plus bosse bien les kicks sur les deux niveaux du dessus aussi. Je trouve qu'il est souvent en garde ouverte, donc ça, il l'utilise assez bien. Et il a un très bon crochet avant. Donc, crochet du droit, il est plutôt pas mal, que ce soit contre Pereira ou dans d'autres combats. Et il a un peu ce côté il crée des pièges, il met des pièges en place, il laisse son adversaire prendre le lead foot dominance, et c'est là où il va envoyer son crochet avant, qui est beaucoup plus percutant par conséquent. Donc, voilà, il y a des bons systèmes en jeu qui sont mis en place dans son striking. Oui, tout à fait. Et peut-être que, tu vois, sur le général, si on vient, donc tu as parlé un petit peu des déplacements qu'il absorbe, qu'il cadre. Et sur le dernier combat qu'il a fait contre Pereira, je pense aussi qu'il a une compréhension des rounds et de la gestion d'énergie. Parce qu'on parlait de sa lutte, qui pour moi, il y a des manquements, parce qu'il y a une volonté de mettre au sol, mais techniquement, il a pas les automatismes. Mais ce 4e round face à Pereira, pour moi, c'est un round où il bloque, il prend le round juste avec du contrôle. Ouais. Et alors voilà, peut-être qu'il y avait de la fatigue, mais peu importe. Dans tous les cas, il prend un round juste avec du contrôle, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un petit indicateur qu'il y a effectivement de l'intelligence de combat et de la stratégie. Je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que sa capacité à gagner minimum 3 rounds dans le combat a été bon, même si, comme on l'a dit, il y a un round où il aurait pu être plus convaincant pour ne pas stresser au moment de l'annonce de la décision, parce que si je me mets à sa place, j'ai une incertitude avant que Bruce Buffer annonce les scores. Ouais. En termes de faiblesse du côté de Ankalaev. Alors, je viens de le questionner. Ce 4e round, je me pose la question s'il n'y avait pas de la fatigue qui était accumulée. Parce qu'il cherche à frapper fort, il est généreux dans ses frappes, il varie les hauteurs. Il a eu, je pense, un peu plus de volume quand même que Pereira. Je n'ai pas regardé les chiffres. Ouais. Mais voilà, donc il est parti sur la lutte de contrôle à la cage et ça a duré... Attends, je l'ai noté parce que j'en parlerai après. 3 minutes 50 de contrôle dans le 4e round. Ouais. Quasi 4 minutes de contrôle. Moi, sa plus grosse faiblesse, j'ai envie de dire, enfin, entre guillemets, parce que ça ne l'a pas empêché d'être champion, mais je pense que pour être plus convaincant face à Pereira, il y a quelques ajustements en lutte, mettre au sol 1 fois, 2 fois dans le combat. Et pour moi, c'est une de ses plus grosses faiblesses. Et ça fait partie des ajustements et de la progression que j'attends sur le prochain combat. Je pense qu'il a la possibilité de mettre au sol un peu plus facilement, juste en ayant des schémas offensifs. Et actuellement, pour moi, c'est une de ses faiblesses. J'aurais pu le voir finir Pereira, tu vois, sur ce combat-là, avec 2-3 petites techniques de lutte qui passent. Ouais, je pense qu'il fait des bonnes entrées en lutte. Donc, le fait de pouvoir finir, c'est pas un gros ajustement. Il vient du sambo. Ouais, il vient du sambo. Ouais. Donc, ça, c'est les liaisons striking, lutte, elles sont toujours effectives. Après, c'est plutôt la capacité, une fois au clinch, un peu plus gréco, quoi, tu vois, qui manque peut-être. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, il y a 2... entre guillemets faiblesse que j'avais noté en plus. Son volume est relativement bas de manière générale, et donc c'est une des raisons pour laquelle il y a des rounds où tu es là, donc un peu plus de volume pourrait l'aider à être beaucoup plus convaincant dans sa prise de round. Et je l'ai toujours trouvé sensible au low kick. Je suis allé revoir mes notes avant le combat contre Pereira, on l'avait déjà noté, et ce combat, enfin leur dernier combat l'un contre l'autre, ça a montré que c'était toujours là. C'est toujours là, je suis d'accord. Je ne l'avais pas noté, je l'avais repéré, qu'en tout cas c'était dans la stratégie de Pereira, mais ça n'a pas non plus fait réellement de dégâts, tu vois. Ça ne l'a pas non plus trop inquiété. Il y a eu une défense, je pense qu'elle pourrait être un peu plus effective, qu'il puisse avoir des retraits de jambes, plutôt que de vouloir tourner son tibia pour encaisser, tu vois.
Et puis, il y a eu des contres aussi. Hein. Il y a eu Oui. des contres qui ont été faits. Donc, il y a une amélioration. Clairement, je pense qu'il pourrait rajouter un tout petit peu plus de progression là-dessus et ça serait vraiment propre. Ouais, parce qu'on en parle souvent récemment. Ça va jusqu'au moment où ça va pas. Et là, il en a encaissé pas mal. Et face à Alex Pereira, de temps en temps, ça peut juste toucher le nerf qui rend ton pied complètement endormi. Et ça change toute la tournure du combat. Et ça a été son égalité face à Blachowicz. Ouais, ça vient de là. Ouais, clairement, 100%. Clairement. Le challenger, Alex Pereira, alors c'est un ancien middleweight et malgré tout c'est déjà un très très large light heavyweight. Je pense qu'on doit commencer par là. Moi j'ai noté brique. Le mec ça m'a l'air d'être une brique. Je pense que quand tu le frappes ça fait mal, quand il te frappe ça fait mal. Shama, hein, voilà. Et un élément qu'on n'a peut-être pas encore mis en avant parce que j'ai fait un réel là-dessus sur le temps de réaction des combattants. Donc le temps de réaction des combattants est plus rapide qu'un homme lambda. Enfin, des sportifs de haut niveau, hein, Formule 1, etc. Par contre, le temps de réaction est plus lent que le temps que ça prend d'envoyer un jab. Et donc, dans la vidéo que j'avais faite, ChatGPT m'avait expliqué que les esquives, les défenses, c'est pas parce que tu captes que le coup est envoyé que tu as le bon réflexe pour défendre, c'est parce que l'expérience fait que ton œil est habitué aux micro-mouvements qui précèdent l'envoi d'un jab ou l'envoi d'une frappe. Et chez Pereira, je pense que sa précision est ultra élevée en MMA par rapport à d'autres combattants parce qu'il ne télégraphe pas. Ses frappes, elles partent directement vers la cible. Et je pense que c'est un petit détail qui fait que son striking est aussi bon. C'est parce qu'il n'y a pas de micro-mouvement avant que ça envoie. Il est là et puis boum, le coup part. Et en fait, ton cerveau n'a pas le temps de capter que tu vas attaquer. Je pense que, comme tu dis, tout ce qui va être micro-mouvement, démarrage, où la main descend, où il y a une rotation ou quoi que ce soit, il l'a supprimé au fur et à mesure. Et d'où ce crochet gauche qui est quasi pas armé, où il vient frapper avec une toute petite amplitude. Ouais. C'est calf kick. Je pense qu'il y a un de mes élèves qui m'avait parlé de ça, que c'est calf kick, il les envoyait pas avec le tibia, mais quasi avec le pied. Tu vois. Et ça part, il frappe, ça part directement. Il n'y a pas d'indicateur. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de mouvement déchet dans son striking. C'est pareil, on ne peut pas réellement appeler ça un mouvement déchet parce que quand tu vas armer pour ton crochet gauche, tu fais une rotation, mais c'est un temps d'armement tu vois, que tu vois. Donc on va l'enseigner comme ça. Donc c'est académique. Sur un low kick, tu vas ouvrir ta hanche, tu vas faire un petit pas pour ouvrir ta hanche, envoyer un low kick. Tu vas gagner en puissance. Ouais. Mais il faut parfois mieux diminuer la puissance. Pour toucher. Toucher avant que l'adversaire ait le temps de bloquer, le temps de serrer les dents, le temps de contracter les abdos. Et donc, tu vas diminuer même par 2 ta puissance en supprimant l'armement, tu vois, en supprimant en anglais le loading, ils disent, tu vois. Et ce petit temps-là, c'est suffisant pour mettre KO, tout simplement. Hein. Ouais, et en plus, je trouve que malgré qu'il ne charge pas, on va dire charger ou loader, il frappe fort. Dans ses low kicks, dans son crochet, dans ses jabs. Il frappe extrêmement fort. C'est ce que je disais souvent quand je donnais cours, c'est vaut mieux taper moins fort mais toucher que taper plus fort et ne pas toucher. Et donc effectivement, tous ces gars qui abaissent la main avant d'envoyer un jab ou chargent avant d'envoyer un direct, c'est un élément que tu envoies à ton adversaire. Attention, mon direct arrive. Et donc tu vas rater avec plus de puissance, donc plus d'énergie, ce qui est contre-productif sur des combats longue durée. Et donc je pense que Pereira, il a vraiment ça. Il n'utilise pas tant d'énergie que ça quand il frappe. Mais ça reste puissant et c'est difficile à voir venir parce qu'il n'y a pas de mouvement déchet avant. Ou de mouvement de chargement pour ne pas utiliser le terme déchet. Il a un bon jeu de feinte. Ouais, il y a un bon jeu de feinte, il y a une vraie présence aussi. Je pense que son envergure, sa manière d'avancer un peu, tu vois, comme ça, un peu hypnotisante, hein, il faut le souligner, tu vois, quand il avance. Le fait qu'il reste un peu de marbre, il va prendre des coups parce qu'il a besoin que l'adversaire rentre dans sa zone pour pouvoir contrer. Enfin voilà, c'est un kickboxer qui a un style vraiment très particulier. On l'a fait, il y a eu des mèmes, on s'est moqué de sa manière de faire du shadow, tu vois. Mais voilà, il est parti plutôt du côté de l'efficacité, plutôt que du côté du style académique, de ce qui est attendu d'un kickboxer. Lui, c'est uniquement l'efficacité qui l'intéresse. Parfois, c'est uniquement la recherche du KO, du finish, comme en karaté, plutôt que de prendre des rounds.
Et ça, on l'a vu sur certains combats où il met KO Contre Ida Senia, le premier combat en MMA, il perd. Hein. Il est en train de perdre, puis tout ce qu'il a construit pendant des rounds et des rounds, il finit par trouver l'ouverture et mettre KO. Donc c'est vraiment un profil très très particulier à appréhender aussi pour n'importe quel combattant. Je pense qu'Ankalaev a montré une manière de le battre debout. Je pense que ça a été presque le premier, entre guillemets, avec Adesanya, mais de cette manière-là, c'est-à-dire sans... De le gagner, d'être meilleur que lui debout, tu vois. Enfin, c'est ça. Et en étant un combattant 100% MMA, surtout. Ouais, il a gagné sans la lutte. Alors, on en a déjà parlé, mais il a un peu utilisé la lutte. Ça a potentiellement contribué à certaines ouvertures debout, mais voilà, il a montré qu'il y avait un chemin debout contre Pereira, chose à laquelle on ne pensait pas. On avait dit... Strickland, on l'avait pris pour un débilos quand il avait voulu le striker. Et tous ces mecs qui, à l'interview avant d'affronter Pereira, que ce soit Jamal Hill, que ce soit Rountree, tous ces mecs-là disaient « Ouais, je vais pas le lutter, je viens pour le striker ». On les prenait pour des fous. Et au final, Ankalaev, il a fait un peu pareil et lui a réussi. Mais Ankalaev a vraiment trouvé un style. Je pense que les autres ont voulu prouver qu'il était possible de boxer dans un droit, tu vois, dans la même garde que lui. Ankalaev est arrivé vraiment avec un style beaucoup plus MMA, à avancer, comme je disais, avec des larges crochets, où tu passes en dessous quand tu avances, des choses qui ont vraiment surpris. Alors oui, je suis d'accord, il y avait l'inquiétude de la lutte, peut-être. Certains ont dit que Pereira était très inquiet, qu'il était figé, tu vois, de peur d'être mis au sol, peut-être, clairement. Mais ça fait partie aussi du striking MMA. Donc des feintes, on aura fait Ankalaev, tu vas feinter la single leg pour envoyer une frappe. Dans tous les cas, pour revenir sur Pereira, il a quand même montré, parce qu'on a parlé, moi j'étais assez critique sur la lutte d'Ankalaev. De l'autre côté, on est quand même à Alex Pereira qui a défendu toutes les amenées au sol. Et voilà, peut-être qu'il a laissé aussi aucune porte de mise au sol. Il a bien défendu, quoi. On peut pas le nier. Est-ce que c'est Ankalaev qui a mal lutté ou c'est Pereira qui a super bien défendu? On va aussi partir du principe qu'Alex Pereira défend maintenant très bien la lutte. Ouais, je pense que quand on regarde certaines séquences, il y a vraiment des moments où on a l'impression que Ankalaev vient pour vraiment mettre au sol et on voit un Pereira qui a de bons réflexes défensifs et qui met de l'énergie aussi. Peut-être aussi que Ankalaev, au moment où il shoot et qu'il sent qu'il y a de l'énergie déployée par Pereira, il dit ok, tu sais quoi, je vais juste coller à la cage et ça a fonctionné notamment dans le round 4. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Tu l'avais dit avant le combat entre Pereira et Ankalaev parce que je suis allé revoir. Tu disais que la lutte d'Ankalaev n'était pas exceptionnelle. Elle était bonne, mais pas exceptionnelle. Et de l'autre côté, Pereira, avec une petite progression, c'est suffisant pour pas se faire mettre sur son dos par quelqu'un comme Ankalaev. Maintenant, je pense que si on rentre un peu dans les faiblesses de Pereira, clairement, la lutte et le grappling, ça reste un point d'interrogation, mais très probablement une faiblesse dans son jeu. En fait, sur la défense de lutte, des profils comme ça, comme Pereira, comme Adesanya, c'est des profils qui vont se rigidifier un petit peu au mur, qui vont bloquer, qui vont être un peu raides comme ça. Et c'est vrai que toutes les mises au sol de lutte un peu plus classiques, elles vont échouer. Et donc, par contre, si tu es un très très bon lutteur, c'est des profils qui sont faciles. C'est-à-dire que quand tu as la raideur, tu sais que c'est facile à soulever, par exemple, tu sais que c'est facile à déplacer, à prendre le dos. Mais ça, il faut avoir comment je pourrais dire ça? Il faut avoir cette formation de lutte, tu vois. Tu aurais un exemple, genre Belal Mohamed contre Leon Edwards? Leon Edwards qui est aussi un peu striker, qui se fige un tout petit peu à la cage. Et on a un Belal qui, en fait, a eu les 2-3 ajustements pour pouvoir mettre ça au sol assez facilement. Ouais, je pense. Je pense que, après, c'est des... Comment je pourrais dire ça? Des choses aussi que moi, personnellement, j'ai expérimenté à l'entraînement. Je vais avoir des fois des profils, des gars qui sont pas du tout lutteurs. Et ils se rigidifient comme ça. Et c'est clair que si je m'obstine à aller sur ce qui se passe plus habituellement, ça va pas fonctionner, tu vois. Ouais. Et donc, je suis obligé d'aller sur faire le tour, par exemple. Tu vas attaquer, ça se rigidifie, puis tu prends le dos. Donc, c'est beaucoup moins sympathique de mettre un beau takedown, tu vois. Mais c'est le genre de truc. Ou alors, il se rigidifie et tu soulèves avec un IC, tu vois. Ce genre de truc. Donc, c'est plus aussi expérience. Ou si tu restes bloqué sur les systèmes de lutte un peu plus classiques avec des combattants un peu plus souples, qui sont sur le timing, qui vont défendre, eh bien tu échoues. Et ça revient un peu à la préparation. C'est qui est-ce que tu prends comme partenaire d'entraînement pour émuler ça? Et c'est vrai que si tu es dans une salle où tout le
tourne en lutte un peu en mode souple, fluide, etc. Et en un moment, tu vas tomber sur quelqu'un de rigide, tu n'auras pas les solutions. Non. Alors que si dans ta salle, tu as quelques personnes qui défendent de manière rigide, tu as cette expérience et dans le combat. Donc peut-être qu'il a été surpris par la rigidité en lutte défensive de Pereira et peut-être que ça fera partie de ses ajustements. C'est d'avoir quelqu'un à l'entraînement qui est... Ouais. Je croise les doigts et puis après, c'est aussi le fait que qu'ils s'en rendent compte peut-être après le combat. Purée, j'ai cherché sur ça alors qu'il y a la possibilité juste de tirer la jambe, frapper, re-shooter, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Ou prendre le dos, ou... Enfin voilà, il y a des possibilités. Oui, ça c'est vrai, c'est une revanche immédiate. Ils ont tous les deux pris pas mal d'informations de l'adversaire et donc effectivement, il y a des choses, des informations qu'on n'a pas. C'est leur propre analyse, leur propre ressenti du combat. Donc effectivement, peut-être qu'Ankalaev, après le combat, s'est dit « Ah, mais en fait, j'aurais dû faire ça. » Comme nous, après un podcast, ça m'arrive de dire « J'ai pas parlé de ça. » Je pense qu'après un combat, tu as un peu ça aussi. Tu revois le combat, tu fais « Mais pourquoi j'ai pas agi comme ça à ce moment-là? Pourquoi j'ai pas ajusté comme ça à ce moment-là ?» Et c'est ça qui est intéressant de temps en temps dans les rematchs immédiats. C'est qu'on va voir ça dès le premier round potentiellement. Je sais pas si on avait fait le tour des forces de Pereira. Je suis en train de regarder mes notes. Moi, j'avais mis capacité à construire un chaos, t'en as parlé. Il peut combiner. C'est quelqu'un en kickboxing, il combinait beaucoup plus qu'en MMA. C'est logique, en MMA, par défaut, on combine moins que dans d'autres sports de combat, surtout en kickboxing où c'est beaucoup. J'encaisse, et puis j'attaque, et puis j'encaisse, et puis j'attaque. En MMA, il y a beaucoup. Enfin, il y a la lutte, il y a les petits gants, il y a beaucoup de raisons qui nous amènent à moins combiner. Et il peut surprendre aussi avec des trucs un peu plus flashy. Son premier combat à l'UFC, il gagne sur un genou sauté. Contre Jiri Prochaska, il y a un switch high kick qui sort de nulle part. Même dans le premier round, ici, il envoie un spinning wheel kick à un moment, elle n'a rien à voir. Donc, il est très simple. Beaucoup de jabs, crochet avant, low kick de chaque côté, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Quelques front kicks. Et puis voilà, il y a des trucs flashy qui peuvent venir surprendre. Et peut-être son uppercut aussi qu'il a rajouté contre Khalil Rountree. Ouais, l'uppercut. Moi, j'ai noté dans les points forts, j'avais parlé le cadrage. Je trouve que c'est pas mal. Il y a des fois où il abandonne un petit peu, tu vois. Ouais. J'ai du mal sur ses déplacements. Parce qu'effectivement, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il cadre très bien. Notamment contre, on en a parlé, dans son premier combat contre Adesanya. Tu sens qu'il y a un travail de longue haleine pour réussir à le cadrer et finaliser comme ça. Mais il y a pas mal de combats, notamment contre Ankalaev, où tu as l'impression qu'il accepte vraiment d'être mis dos à la cage ou d'être au centre et de pas trop gérer ça. Mais ça fait partie des points négatifs. C'est comment je pourrais l'exprimer, le fait de conserver un game plan, tu vois. Donc pour moi, il est capable de bien cadrer et puis au fur et à mesure, à un moment, je sais pas, il oublie de le faire et il est pas régulier, quoi. Des fois, il manque de régularité, tu vois. Ouais. Ça, c'est dans les points faibles. Mais dans les points forts, les calf kicks, tu en as parlé. Je trouve que les calf kicks sont exceptionnels. C'est un excellent contreur. C'est vraiment un excellent contreur dans la poche. Il va glisser sur les côtés, remettre derrière, il va glisser, crochet, va créer le chaos, bien évidemment. Et si on va sur les points faibles, voilà, je trouve que des fois, il peut manquer de régularité dans le suivi de son game plan. Il va y avoir quelque chose qui fonctionne et puis il va partir sur autre chose. Donc il va parfois accepter d'être mis sous pression. Voilà, dans les points faibles, je pense que ça reste un striker. Donc forcément, sa lutte, son sol, dos au sol, c'est pas sa spécialité. Ça a pour moi un impact sur son striking, c'est-à-dire que il a peur d'être mis au sol, donc forcément il a cette attention qui est aussi exacerbée sur les tentatives de mise au sol. Ouais. Forcément. Je pense que c'est aussi un point faible. J'ai un problème aussi personnellement, peut-être que vous ne l'aurez pas, mais je trouve qu'il circule mal sur sa propre gauche. Donc, quand il se déplace, il reste en droitier et puis il se déplace et il peut plus boxer, tu vois. Donc il va pas faire de changement de garde. Il va pas faire, je sais pas moi, un cross-step pour reprendre un petit peu d'espace. Je trouve que ça circule pas très bien, tu vois. Et face, en tout cas, à Ankalaev, je trouve qu'il y a pas mal de fois où Ankalaev se positionnait bien et il avait un Pereira qui reculait de manière pas terrible. Et maintenant que tu dis ça, je pense qu'il y a un moment éphémère dans le deuxième round, si je dis pas de bêtises, où tu vois Pereira qui passe gaucher. Et je sais pas, il prend un coup de stress et il repasse en droitier immédiatement. Genre, je suis pas à l'aise en gaucher contre Ankalaev en gaucher. Et ça, tu vois, c'est des trucs qu'on a avec. Je fais bosser à la salle, donc les déplacements, on déplace sur la droite, en pas chassé, zéro problème, tout va bien pour les droitiers. Mais alors, quand il faut passer sur la gauche, j'en ai plein qui se mettent à, tu vois, la T-position en forme de T, comme ça, qui font à moitié comme ça et qui restent comme ça, comme si c'était en gaucher, qui essayent de circuler et vite ils se remettent en droitier. Tu vois. Exactement ce que tu dis. Tu vois. Donc les pieds, ça. Hop, ça déplace un peu, hop, ça se remet vite comme ça. Je leur dis, non, vous passez, vous êtes gaucher maintenant, il n'y a plus de droitier, vous inversez tout,
vous faites votre déplacement et après vous pourrez revenir en droitier un peu plus tard. Et oui, ça c'est des choses qui se drillent et tout et qui pourraient lui donner un petit peu plus d'espace pour circuler. Ouais. Faut faire attention, hein, on a des gars qui exploitent ça aussi dès qu'on change de garde, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Ouais, et puis tu viens d'en parler, mais les pieds perpendiculaires, c'est très mauvais. Et le gros moment dans KLF, c'est en fin de deuxième round. C'est sur un moment où Pereira veut envoyer, je pense, un calf kick en faisant un pas chassé. Et en fait, il se rend compte qu'il est trop loin et donc il ne l'envoie pas, mais alors il reste figé comme ça. Il n'y a pas de temps. Allez, ça réactive. Il est très lent après avoir hésité. Il fait son petit pas, il veut l'envoyer, puis il reste comme ça. Et puis il met beaucoup de temps à reculer sa jambe. Et le temps qu'il met pour reculer sa jambe, là, tu as Ankalaev sur un très très bon timing qui vient l'agresser et ça fonctionne très bien pour lui. Et plus tard dans le combat, Alex Pereira a refait un peu cette erreur. Ankalaev n'a pas eu. Voilà, la réactivité pour pouvoir capitaliser dessus, mais ça, je pense que c'est un des ajustements, c'est moins hésiter, quoi. C'est moins, si tu décides d'envoyer quelque chose, tu l'envoies. Je pense que c'est moins risqué de rater que de rester figé comme ça, les pieds l'un à côté de l'autre. En tout cas, voilà, il y a pas que de changer de garde hein, pour sortir sur la gauche. Il peut aussi faire un pas, donc tu vois, un step, un grand pas sur le côté, puis un petit pivot pour se replacer, grand pas, petit pivot. Il y a aussi la possibilité de partir, tu vois, sur le Cuban check hook, sur le mouvement, hop, tu te déplaces comme ça, tu peux le faire aussi. Enfin, il y a plusieurs possibilités de sortir sur la gauche. C'est clair que académiquement, on demande aux combattants de toujours sortir sur sa droite, donc sur la gauche de l'adversaire. Ouais. Donc d'éviter absolument de tourner sur le côté fort, tout simplement. Hein. Ça, je l'entends, mais je pense que c'est une force aussi d'être capable de sortir sur une zone de danger, d'en être conscient du danger, parce que les gars sont pas habitués, tu vois. Ouais. Et face à un gaucher, c'est pas son point fort, tu vois. Donc tu devrais être capable de travailler à sortir sur son point faible. Ouais, sur son côté faible. Ouais. Ou bien, voilà, comme tu dis, être vraiment très bon pour absorber, c'est quelque chose que, notamment Ankalaev avait très bien fait contre Kuchelaba. Exactement. Il sortait du côté fort de Kuchelaba, mais il en était conscient et puis il est venu le cueillir en l'absorbant. Exactement. Alors, avant de passer au game plan, je voulais revenir sur quelques stats parce que je pense que ces stats vont pouvoir potentiellement nous servir pendant l'analyse des stratégies. Ouais. Donc, la meilleure arme de Pereira au premier combat, c'était de loin les low kicks. 48 ont touché sur 55 envoyés. Donc, il n'y en a que 7 qui ont été défendus et 48 qui ont touché, c'est pas mal. Ça manquait peut-être d'intensité, mais voilà, c'est de loin l'arme qui a le plus touché. Ankalaev, lui, il était ultra bien réparti sur les 3 niveaux. Donc il y a 36 coups qui touchent à la tête, 30 au corps, 28 aux jambes. Donc on est grosso modo sur un tiers. Par contre, important de préciser, il y en a 36 qui touchent à la tête, mais sur 112 envoyés. Alors qu'au corps, on est à 30 sur 39 et aux jambes, on est à 28 sur 29. On en a déjà parlé, 0 takedown réussi sur 12 tentés, mais il y a 5 minutes 42 de contrôle cumulé chez Ankalaev et le round avec le plus de contrôle, c'est 3 minutes 50 dans le round 4, tu en as parlé, et c'est le round le plus clair, un des rounds clairs pour lui, un des rounds unanimes. Le 2 ou le 4, c'est les rounds les plus clairs pour Ankalaev, donc à noter quoi. Pereira a touché Ankalaev 3 fois à la minute, c'est un volume qui est 60% plus bas que son volume habituel. Donc on était clairement du côté de Pereira sur un volume bien en dessous de ce dont on a l'habitude de Pereira, et on peut pas dire l'échantillon est petit ou l'adversité est faible. Voilà, hein, il est généralement sur quelque chose de bien plus élevé. On était clairement sur le rythme d'Ankalaev qui touchait 3,8 fois à la minute, ce qui est sa moyenne. Je crois que sa moyenne c'est 3,66. Donc voilà, on était clairement sur le rythme d'Ankalaev. Et tu posais la question tout à l'heure, voilà, Ankalaev touche 3,8 fois à la minute, Pereira 3 fois à la minute. Le volume était du côté d'Ankalaev. Pereira touche en général avec 62% de ses frappes. Ici, il était 7% en dessous d'habitude. Ankalaev a touché avec 52% de ses frappes. C'est exactement sa moyenne habituelle. Donc, en termes de précision, Ankalaev était comme d'habitude. Pereira a touché moins que d'habitude proportionnellement. Et la défense d'Ankalaev était 12% plus perméable que d'habitude. Donc là, sa responsabilité défensive était moindre que d'habitude. Celle de Pereira était 5% plus bas que d'habitude, mais donc l'écart en termes de défense était à peu près similaire. Ouais. Voilà, à peu près similaire, mais quand même Ankalaev a encaissé plus que d'habitude, alors que Pereira on était quasi dans sa moyenne, mais les deux ont d'habitude une meilleure défense. Voilà, donc sur base de tout ça, je trouvais que c'était important de garder en tête, parce qu'à mon avis, ça va rejoindre certains de tes points, ça va rejoindre certains de mes points, mais commençons par le champion, donc Ankalaev, le nouveau champion. Qu'est-ce que tu as noté à mettre en place pour être plus convaincant qu'au premier combat ?
anticiper les éventuels ajustements de Pereira. Je pense que tu as d'office noté la lutte et ça s'entend. Donc, je te laisse. Écoute, moi je pense que là, comme ça, le combat qu'il a fait, sa manière de boxer, de striker, je pense qu'il pourrait être encore supérieur à Alex Pereira. Je pense que Alex Pereira n'avait, sur le premier combat, pas de solution. Pas de solution au style d'Ankalaev. Clairement, je pense pas qu'il doit se dire « Tiens, je vais lutter » ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment pas ça. Mais par contre, je pense que sur round 4, ou même dans le premier round, une mise au sol, 2-3 frappes, sans utiliser d'énergie, ça pourrait complètement changer la donne. Ça pourrait, pour Alex Pereira, lui mettre vraiment dans un état très avancé de panique et de défense pour ne pas se finir sur son dos. Là, avec autant de réussite à défendre, je t'avoue qu'il devrait arriver en se disant ça va, il va jamais me mettre au sol. Il n'a pas réussi la première fois, il réussira pas la deuxième fois, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que c'est un tout petit élément qui n'est pas entre guillemets nécessaire. Je pense qu'il pourrait gagner comme il a fait au premier combat. Mais ce petit élément en plus pourrait lui rendre le combat beaucoup plus facile, beaucoup plus convaincant. Voilà, donc moi dans les ajustements, je pense qu'il doit arriver sur la même chose, défendre un peu plus les calf kicks. Je pense qu'il doit avoir en tête que les calf kicks qui étaient proposés, c'était des calf kicks en garde ouverte, beaucoup moins puissants, parce que c'était la jambe avant. Ouais. C'est pour ça que ça n'a pas autant marqué et que ça sera toujours moins. Mais je pense quand même que, comme tu l'as dit, un ou deux calf kicks en plus, ça peut avoir un impact. Quelques retraits de jambes, tu vois, histoire de mettre dans le vent un petit peu Pereira, c'est des choses qui sont importantes. Ouais, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer sur son jeu. C'est quelques petits éléments là, quelques ajustements. Rester. Alors, sur la question de la confiance, c'est quelque chose que j'avais noté sur le premier combat. J'avais trouvé Ankalaev très confiant. La bonne confiance. De la bonne confiance, voilà. Il doit garder cette confiance-là, mais pas passer de l'autre côté de la barrière, tu vois. Ouais. Être trop sûr de soi. Ouais. Tu vois. On va avoir un Pereira qui a beaucoup à prouver. On va en parler peut-être dans les facteurs X, mais on n'entend pas parler en ce moment. Donc j'imagine que c'est pas qu'il a la flemme, c'est juste qu'il est vraiment concentré sur sa préparation. Donc il doit arriver en se disant qu'il va avoir un Pereira beaucoup mieux préparé, qui aura vraiment une vraie volonté de redevenir champion. Et donc il doit rester confiant, mais très très concentré sur ce combat. Ouais, très lucide pendant les 25 minutes. Et encore une fois, un Pereira, c'est quelqu'un qui, sur un coup d'éclat, peut mettre un KO, même s'il est derrière sur les scorecards. Donc il faut jamais relâcher la pression ni la concentration. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il peut construire sur ce qu'il a déjà fait dans le premier combat et peut-être juste modifier certains curseurs. Donc, le volume, c'était le sien. Donc, s'il arrive à amener à nouveau Alex Pereira sur son volume, il a beaucoup à gagner. Mais par contre, je changerais les curseurs. Tu vois, moins attaquer la tête, plus attaquer le corps, plus attaquer les jambes. Comme ça, tu touches un peu plus. Comme tu l'as dit, aller prendre du temps de contrôle. Même si c'est à la cage comme il a fait dans le round 4, ça peut être utile. Parce que je pense aussi que quand tu es Pereira et que ton volume diminue sur un combat, il y a un genre de frustration qui doit se créer chez toi. Et si en plus de ça, tu passes sur certains rounds 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes contrôlées à la cage, ta frustration, elle augmente. Et Ankalaev, on l'a dit, c'est quelqu'un qui absorbe très bien. Donc si à un moment, Pereira perd un peu patience, perd ses moyens, ça peut être des opportunités pour Ankalaev aussi. Un truc dont on n'a pas parlé, qui a bien fonctionné pour Ankalaev, c'est les front kicks. Il en envoie pas mal qui font reculer et qui sont impactants. Et tu parlais des shifts de Ankalaev. Je me demande si le front kick n'a pas aussi contribué à la qualité des shifts, parce que tu peux feinter ton front kick, passer dans l'autre garde et puis attaquer dans la nouvelle garde. Je pense que travailler un peu plus encore à partir du front kick, parce que front kick, tu l'envoies généralement au corps, même s'il a un KO sur un front kick au visage, Ankalaev en tout début de carrière UFC. Voilà, ce front kick, tu l'envoies un tout petit peu plus, ça fait déjà plus de frappes qui vont vers le corps, et ça permet potentiellement de travailler un peu plus sur ce « je lève mon genou », qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas reculer, tu vas bloquer bas, je vais attaquer haut. Maintenant, il doit faire gaffe parce qu'il y a un moment dans le 4e ou 5e round où Pereira, au moment où il shift, il y a un jab qui vient juste au moment du shift et le jab est ultra percutant. Donc voilà, encore une fois, quand tu croises les jambes, il y a une fenêtre de tir pour l'adversaire qui est ultra intéressante. C'est le moment où les pieds sont l'un à côté de l'autre. Ouais. On a tout pour Ankalaev. On passe sur le game plan côté ancien champion et challenger Pereira. J'ai juste un truc. Il était blessé, Alex Pereira ? Il n'y avait pas un truc avec sa main ? Apparemment, il a fait
Je me rappelle plus. En fait, j'embrouille tout, tu vois. Il a combattu contre Khalil Rountree en étant malade. Il a combattu contre Jamal Hill avec 2 orteils pétés. Je crois qu'il y avait, à la main. voilà, il y avait potentiellement une blessure chez Pereira. Peut-être que ça justifie sa diminution de volume. Peut-être, comme tu l'as dit et comme certains fans le disent, la menace de la lutte potentielle de Ankalaev a diminué son volume et l'a plus figé. Je sais pas trop. Donc, je dirais que c'est un facteur X. On n'a jamais les réels détails à 100% de ça. Peut-être qu'il était blessé dans le combat et que c'était effectivement une contre-performance. C'est possible. Pour le game plan, pour Pereira, pour moi, c'est... Alors, enfin, quoique... Je vous avoue qu'en regardant le combat, je me suis pas dit, tiens, il est blessé. J'ai eu plus l'impression qu'il avait une sorte d'énigme en face de lui, qu'il était mal préparé au style d'Ankalaev. Ouais. Qu'il n'arrivait pas à trouver sa distance, qu'il n'avait pas d'adversaire qui envoyait des jabs en essayant, tu vois, en restant dans la même garde, qu'il y avait des changements, qu'il ne trouvait pas la distance, le rythme, le timing, tu vois, tout simplement. Donc pour moi, je pense que sur sa préparation, il doit absolument se concentrer sur ce qu'a proposé Ankalaev lors de son premier combat. D'avoir un partenaire d'entraînement qui reproduit exactement les combinaisons en shift. Celui de Dustin Poirier, moi j'appelle le Diamond Shift, tu vois. Ouais. Hop, tu envoies ton bras arrière, tu shifts et tu envoies ton nouveau bras arrière, ton nouveau bras arrière, ce genre de choses. Il doit se préparer à ce style-là, il doit chercher des réponses. Sur la question des calf kicks, ça a bien fonctionné, mais pour moi, c'était pas assez puissant pour embêter Ankalaev, tout simplement. Je pense qu'il aurait peut-être une possibilité de changer de garde, donc de passer sa jambe gauche derrière, de passer en gaucher pour ses calf kicks. Moi, c'est un truc que je fais assez souvent, c'est que les calf kicks jambe avant en garde ouverte, c'est cool, ça va vite, ça touche bien, mais ça n'a pas réellement d'impact. Tu vois. Donc c'est gênant. Souvent, tu le frappes, et puis après, tu peux monter à la tête, ce genre de choses. Mais par contre, en changeant de garde, voilà, par contre, ça fait mal. Surtout face à des gauchers. Ouais. Et les gauchers ne sont pas habitués à avoir des gauchers qui leur envoient des calf kicks. C'est vraiment tout drôle. Tu parlais de Poirier. C'était il y a très longtemps, mais son combat contre Jim Miller, c'est il y a super longtemps, gaucher contre gaucher, et tu voyais que Jim Miller, il cartonnait son mollet, sa jambe avant, et Poirier, il n'était pas habitué. Ça lui a fait très, très, très mal. Ça fait très mal. Alors, je ne sais pas quelle est la capacité de Pereira et si ça lui dirait de changer de garde, tu vois. Mais par contre, je pense que si à un moment donné, il change de garde et il envoie un calf kick dans un mollet de gaucher, ça pourrait faire très, très mal. J'ai beaucoup aimé sur le premier combat l'utilisation de ses high kicks et des stab kicks. Ouais. Il en a envoyé quelques-uns qui étaient très, très bons. Donc, je pense qu'il a quelque chose à faire autour de ça. Et puis mettre de la pression comme il a fait au premier round. Arrêter de lâcher la pression, cadrer, rester concentré sur ce qu'il a fait au premier round. Il faut le reproduire. Il faut le reproduire tout simplement. Il faut être plus impactant aussi. Il y aura sûrement du contrôle. S'il y a du contrôle, on a vu sur ce dernier round qu'un juge a vu Ankalaev prendre le dernier round. 2 juges ont vu Pereira. Il faut rester objectif sur les cotations. Le contrôle, c'est la deuxième partie qu'on juge. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'impact, que ce soit en striking ou en grappling, on passe sur le contrôle. Ouais. Pour moi, il y a un juge qui a fait une erreur sur le 5e. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Il y a un juge qui est resté par facilité, je pense. C'est assez équilibré debout. Il y a 1 minute de contrôle à la fin pour Ankalaev. On va donner Ankalaev. Et ça, c'est pas possible. Donc, Ankalaev... sur le contrôle, oui, pourquoi pas, mais pour moi, ça reste risqué. Pereira doit être plus impactant sur les zones de striking. Ouais. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que dans mes notes, j'ai grosso modo la même chose. J'ai mis lui aussi front kick. Je pense que d'un côté comme de l'autre, c'est une arme qui a assez bien fonctionné, donc on doit augmenter le curseur des deux côtés. Les calf kicks plus appuyés et plus volumineux encore. Je pense qu'il a pas mal d'opportunités. Moi, j'avais mis cadré, donc tu en as parlé, pressé, cadré. Alors, attention, parce que Ankalaev, c'est quelqu'un qui absorbe très bien, donc vraiment le côté cadrage est très important et c'est pas se laisser absorber et pas le suivre non plus. Forcer davantage l'action pour avoir plus de volume, essayer de se rapprocher plus de son volume habituel à lui que de celui d'Ankalaev pour que, on le sait, quand tu es habitué à un volume et que tu dois aller sur le volume de quelqu'un d'autre, tu as un temps d'adaptation. Et alors avoir bossé le hand fighting, puisque je pense quand même que cette partie contrôle de main en garde ouverte a fort contribué au succès d'Ankalaev. Ouais. Alors,
L'heure des pronos et des préférences. On reprend les préférences maintenant. Selon notre sponsor Unibet.fr, alors on est loin avant le combat. Factor X, c'est bon? Ah, en fait, oui, j'avoue, Factor X. T'en as? Non, j'ai pas pris de note de Factor X, alors qu'il devrait y en avoir. T'en as parlé, la potentielle blessure d'Alex Pereira, à quel point on considère ça, mais t'en as d'autres. Oui, donc la question de la blessure, hein, vous direz en commentaire si vous pensez que c'est un Factor X qui est vraiment important. Est-ce qu'il y avait une blessure qui a fait qu'il a baissé son volume? L'autre Factor X, il y en a pas mal qui ont parlé de ça, qui étaient inquiets sur la présence médiatique de Alex Pereira à l'approche de ce combat-là. Ouais. Il était en voyage à droite, à ouais, gauche. en plus, des longs voyages. Quoi. Des longs voyages, pas réellement de préparation. Alors, on le voyait s'entraîner, faire des sparring avec un fan, machin. Il n'y avait pas une concentration complète. Et je pense qu'en tout cas, tous ceux qui sont inquiétés ont eu d'une certaine manière raison. Ouais. Là, vous serez d'accord qu'il n'est plus du tout dans cette dynamique de voyage, de médias. Il est assez concentré. Il est dans son club. Il est en train de se préparer. Je pense que c'est un gros Factor X. Ouais. Du côté d'Ankalaev, je pense qu'il reste fidèle à lui-même. Donc, il ne devrait pas y avoir de Factor X, en tout cas connu. Hein, c'est toujours possible. Hein, une blessure, un mal de dos qui est caché, j'en sais rien. Ouais. Hein, ça arrive, hein, c'est certain. Mais voilà, en tout cas, pour moi, le Factor X, ça va être la préparation de Pereira et le fait d'être en bonne santé et d'être bien préparé. Ouais. Justement, je pense que par rapport à ce Factor X, j'ai l'impression que Pereira est du genre à aller combattre quasi coûte que coûte. Blessé, malade, etc. Un peu à la McGregor, sauf grave blessure. Ankalaev, j'ai plus l'impression que s'il y a quelque chose qui peut entraver sa performance, il va plus vite désister. C'est un feeling pas sur base du passé, mais plus sur base de sa communication, ce genre de choses. Je pense que tu avais souligné ça la fois passée, qu'Ankalaev avait dit dans une interview que lui, il veut juste prendre la ceinture et se retirer. Bon, alors c'est pas le cas, il a la ceinture, il s'est pas retiré, mais voilà, je me pose la question de la capacité à Ankalaev de combattre blessé. Alors, le combat précédent, c'était aux alentours du Ramadan ou en plein Ramadan, mais on nous avait rassuré en commentaire en disant que voilà, il y a des manières de continuer à s'alimenter de façon normale. Tu te rappelles de ça? Donc, lui n'avait pas été spécialement touché par le Ramadan, mais il avait quand même accepté le combat pendant une période qui n'est pas optimale pour lui. Mais je pense que ça reste quand même un Factor X pour Ankalaev, c'est-à-dire que la première performance, qui était une très bonne performance sur le premier combat contre Pereira, c'était suite au Ramadan, donc potentiellement avec une préparation un peu plus difficile. Ouais. Donc on pourrait avoir un Ankalaev. D'un côté, on pourrait avoir un Pereira mieux préparé, et de l'autre côté, on pourrait aussi avoir un Ankalaev mieux préparé, parce qu'il aurait été dans des conditions bien meilleures. Ouais, ce serait top. En fait, c'est ça qui est sympa avec le combat, c'est qu'il y a des Factor X qui devraient aller en mode le combat sera entre deux gars encore mieux préparés ou plus en forme, plus proche du 100%. Et de l'autre côté, il y a des petits ajustements qui peuvent vraiment donner une dynamique de combat complètement différente que le premier. Donc moi, je crois qu'on en avait parlé pendant le récap qu'on était tous les deux très chauds d'un rematch immédiat, malgré le fait que, au vu des attentes qu'on avait sur ce combat, je pense qu'il y a pas mal de fans qui avaient été légèrement déçus par l'intensité ou la tournure du combat. Je pense que d'un point de vue stratégique et tout, c'était assez agréable, d'un point de vue technique aussi. Mais d'un point de vue intensité, il n'y a pas eu tant de grands moments que ça. Il y a eu la fin du deuxième round. Mais si, pour les fans d'Ankalaev, franchement, je pense que c'était un grand moment. Oui, bien sûr, oui, à ce niveau-là. Ouais. Il faut vraiment... Je parlais du divertissement, là. Sur le divertissement, oui, voilà. Mais après, ça dépend toujours à quel point... Qu'est-ce qui te divertit? Qu'est-ce qui te divertit, à quel point ce qu'on peut prévoir d'un combat, ça se passe pas du tout comme ça. Et là, tu fais, waouh, quelle dinguerie, il est en train de le taper. Tu vois, c'était fou quand même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est clair que c'était pas le spectacle. Enfin voilà, c'est pas le combat que tu regardes à nouveau. C'est vraiment le côté surprenant qui a plu. Mais en tout cas, je pense qu'en regardant à nouveau le premier combat, c'est un combat qui est super intéressant, en croisant les doigts que tout aille bien de chaque côté et en croisant aussi les doigts qu'il y ait une vraie recherche de progression, d'amélioration, d'ajustement. Ça va être quelque chose, je pense. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, j'ai envie d'être surpris par les... Enfin, pas spécialement surpris, puisque même si c'est les ajustements dont on a parlé, je serais content. J'ai envie d'être satisfait par le fait que les deux soient venus pour soit de gagner de manière plus convaincante, soit
venir gagner, prendre sa revanche, quoi. On n'est pas là pour regarder des gars qui vont faire la même chose, tu vois. Non, donc, on est sur une ceinture UFC. voilà. On est sur une ceinture UFC, donc nos attentes sont très hautes et on risque d'être très intransigeants sur notre récap oui. dimanche qui suit l'événement. Donc voilà, selon notre sponsor Unibet.fr, comme d'habitude, qu'on remercie grandement, avec notre lien en description, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 euros. Magomed Ankalaev est favori à 1,46. Alex Pereira pointe à 2,55, donc on n'est pas du tout sur les votes qu'on a eu chez Fight Minds, on est sur ce que tu disais au début, tu voyais Ankalaev favori. Ça se traduit par quelque chose qui commence à se rapprocher du 65-35. On n'y est pas encore, mais voilà, ça se rapproche d'un 65-35. Est-ce que tu es aligné avec ça? Moi, j'avais mis 60-40 pour Ankalaev. Donc oui, je suis aligné, c'est 62, j'aurais pu mettre 65. Ok. Oui, je suis aligné, je vois Ankalaev légèrement... je ne vais pas dire supérieur, mais en tout cas plus favori. Donc on se rappelle, 60-40, c'est pas un manque de respect. Il y a quand même 4 chemins, un pourcentage de chemin de victoire pour Pereira, surtout avec la puissance de frappe qu'il propose. Tu vois. Mais si le combat va à la décision, je pense que Ankalaev a un peu plus d'armes pour pouvoir l'emporter. On se rappelle de ce 4e round. Alors pour les fans d'Alex Pereira, le 4e round, je pense que c'était frustrant. C'était frustrant, il faut l'avouer. Tu vois un mec qui bloque, l'autre qui n'arrive pas à sortir. Putain, tu fais un round à cause de ça, c'est pas vrai. Un round crucial en plus. Donc, et puis la fin du 5e, quoi, il se retrouve en contrôle. Là, tu te dis, mais non, mais arrête, sors de là. Tu vois, il sort toujours pas. Donc, il faut rester honnête. Je pense qu'Ankalaev est légèrement favori. Voilà. Ouais, je m'aligne aussi avec le fait qu'il soit légèrement favori. Il y a des vrais chemins pour Alex Pereira, mais comme on l'a dit, Ankalaev a prouvé qu'il était capable de battre Pereira debout, et il y a toujours ce truc de s'il vient pour un peu plus lutter avec une vraie intention de mettre au sol et avec les stratagèmes pour mettre au sol quelqu'un de rigide, ça peut clairement lui ouvrir un plus gros boulevard vers la victoire et mettre encore plus d'incertitude debout chez Alex Pereira qui va peut-être encore plus se figer. Donc voilà, la majorité de ces ajustements vont un peu plus à l'avantage de Ankalaev. Donc, si je re-regarde le premier combat, je me fais OK, c'est un 55-45 en réalité. Tu vois, c'est 48-47. Tu peux avoir un 48-47 dans l'autre sens si tu rajoutes 2 jabs au 3e round pour Alex Pereira. Donc, tu es sur quelque chose d'assez serré. Mais les ajustements sont peut-être un peu plus faciles du côté de Ankalaev pour se rajouter un petit pourcentage. Donc, moi, je vais me diriger vers le 60-40. Et effectivement, si maintenant quelqu'un m'appelle et dit non, mais en fait, Pereira, il était salement blessé à la main, là, je vais peut-être revoir aussi où on va plus se rapprocher du 50-50 parce que ça peut jouer grandement sur le volume, sur sa capacité à plus utiliser sa boxe alors qu'il a beaucoup plus utilisé les kicks. Comme je le disais, sa grande arme, c'était les low kicks. Ça a toujours été son arme, mais sa boxe a été toujours plus prédominante dans ses combats. Est-ce que tu as un prono? Non, j'ai pas noté de prono. Là, vu la tournure, je pense que voilà, pour moi, il va y avoir quand même pas mal d'adaptations qui seront faites. Donc, je pourrais très très bien voir un TKO dans Ankalaev qui réussit à mettre au sol, tu vois, par exemple. Ça me ferait plaisir. Il met au sol, il obtient son TKO, pourquoi pas. Je pourrais avoir plein d'adaptations du côté de Pereira qui a préparé ça, qui sort des contrôles, qui va trouver l'ouverture sur les shifts. Enfin, voilà. Je vais pas mettre de pronos, j'ai pas envie de... Parce que j'ai envie d'être surpris, tu vois. J'ai envie de voir quelqu'un qui a bossé, et c'est aussi pour ça qu'on paye, tu vois, les combats. C'est pas des gars qui reviennent et ils font la même chose, c'est des gars qui sont partis et qui vont nous proposer quelque chose de nouveau, tu vois. Je sais pas, c'est comme un film, c'est la suite d'une film, c'est pas pour regarder la même histoire. Voilà, donc j'ai pas réellement de pronostic. Je vais dire que probablement, là, on ira sur une décision pour Ankalaev. Ouais, c'est le prono le plus safe. Probabilité, tu vois. Ouais, moi, c'est comme toi. Si je devais mettre un prono, je vais partir sur Ankalaev par décision. Maintenant, effectivement, voir un Ankalaev qui met au sol et qui arrive à chercher un finish là, ce serait exceptionnel. Avoir un Pereira parce qu'en fait, Ankalaev, on l'a rarement vu réellement en difficulté. Quand tu regardes sa carrière, il n'y a pas de moment où tu dis « ça a été chaud pour lui ». Si, dans un triangle. À part sa défaite. Mais voilà, au-delà de ça... Jan Blachowicz, c'était compliqué. C'était compliqué, mais
c'est pas qu'il a été à un moment salement touché, qu'il a pris un knockdown ou un truc Non, comme ça. C'est non, la c'est jambe, vrai. quoi. C'est la multitude de low kicks et c'est quelque chose que Pereira pourrait répliquer. Et donc, effectivement, avoir un Pereira qui trouve une solution pour mettre un KO clean debout, bah ouais, ça nous fait sauter de notre siège, quoi. Donc ouais, si je dois mettre un prono, Ankalaev à la décision, mais il y a plusieurs chemins qui sont plausibles et qui me plairaient beaucoup plus. En termes de préférence, c'est plus sur comment la personne va gagner ou tu as une préférence sur qui va gagner aussi? Bah, je crois que. Je ne vais pas dire quelle préférence, parce que le combat va commencer, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est au moment où le combat commence que tu sais. Ouais. Allez, vas-y. Et puis, comment ça tourne aussi, la tournure du combat. J'aime bien, faut être honnête, j'aime bien les deux. J'aime bien l'histoire de chacun. Ankalaev, ça a été cette défaite sur la dernière seconde contre Paul Craig, qui l'a quand même bien marqué psychologiquement. Puis après, un retour en victoire. Et alors, cette débâcle sur son égalité, il a eu quoi? Le no contest. Attends, il y a eu l'égalité, il y a eu Kuch et là-bas là, qui faisaient n'importe quoi et ils ont dû faire un rematch pour être sûr qu'ils puissent le mettre KO. Il y a eu le no contest contre Johnny Walker, donc effectivement c'était un parcours avec embûche, c'est ça qu'on dit? C'était pas un parcours sans embûche? Parcours avec embûche. Alexander Rakic, enfin, j'ai regardé à nouveau le combat. On pensait tous qu'il allait le mettre KO, mais pour moi, Alexander Rakic, il avait fait un super bon combat. Donc, il s'est retrouvé face à un adversaire qui a donné sa vie dans sa prépa. Le combat était. Tu vois, donc, une belle victoire. Je serais content, je serais vraiment content pour lui, parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Donc, il est passé par des moments qui n'étaient pas faciles. Donc, voilà, dans l'histoire, je serais très content pour lui. De l'autre côté, Alex Pereira, c'est pareil. C'est un gars qui a une histoire de vie particulière. Il s'est brûlé les ailes sur le dernier combat. Si là, il réussit à mettre KO, ça serait super, tu vois. On aurait cette histoire-là, ce truc. Le mec devient champion, il commence à avoir la grosse tête, il fait des voyages, machin, etc. Hyper, grosse douche froide. Puis après, il retourne à l'entraînement, on le voit plus, il ferme les portes. Et il revient, il gagne, tu vois. Ça serait une histoire qui me plairait aussi beaucoup. Donc voilà, pas de préférence. Ma préférence, c'est toujours ce que ça va raconter. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, les deux histoires sont sympas, peu importe qui va gagner. Tu as une appréciation pour les deux combattants, que ce soit un peu sur leur histoire, l'en dehors de la cage, mais aussi ce qu'ils peuvent proposer dans la cage. Moi, si j'ai une préférence, parce que là, tu me convaincs assez d'être plutôt neutre dans ce combat, mais j'étais venu en mode très égoïste par rapport à Fight Minds, en me disant Alex Pereira qui gagne, ça fait plus de vues, ça ouvre plus de portes pour des futurs title shots qui vont créer plus de hype, parce que voilà, en Ankalaev, j'apprécie le combattant, mais c'est pas quelqu'un qui va vendre. Non, clairement. C'est pas quelqu'un qui vend. Voilà. Et et puis ça, c'est la faute aussi à ses fans, parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Ouais. Et on le ressent aussi qu'il y a des fans, mais c'est des fans pas forcément ceux qui vont payer leur fight pass, ceux qui vont. Voilà. Donc à un moment donné, il faut. Les fans Alex Pereira, l'UFC pareil, on en avait plein qui avaient le t-shirt Alex Pereira sur le dos. Sérieux? Mais moi, j'avais pas compris qu'il y avait autant de fans d'Alex Pereira. C'est un truc de malade. Il a vraiment atteint le statut superstar, sans spécialement parler anglais. Ouais. C'est ouf de dire ça. Juste Chama, quoi. Je sais pas combien j'en ai vu avec le t-shirt gros poitane dans le dos. Alors qu'il est pas là. Il était à Paris? Non. Il y a aucune raison de porter le t-shirt poitane, sauf si t'es fan de Pereira. Ouais, c'est un truc de malade. Non, il a vraiment beaucoup de fans. Clairement. Ouais, donc pour ça, voilà. Et des gars qui payent des t-shirts, et des gars sûrement, voilà. Donc il y a ça aussi, il faut. Il y a ce côté-là aussi, des fans qui vont investir dans leur champion. Ouais, parce que le seul problème de Pereira qui récupère son titre, c'est qu'il a déjà un peu fait le tour des contenders. Parce que là, sur la même carte, on aura Jiri Prochaska contre Rountree. Prochaska, un troisième combat contre Pereira, ça m'intéresse pas spécialement. Et Rountree, ça pourrait éventuellement, une revanche, ça pourrait me plaire. Par contre, pour Ankalaev qui garde la ceinture, au final, il y a un vrai côté positif, au-delà du potentiel manque de hype, c'est la variété de cette ceinture qui est mise en jeu. Tu aurais Ankalaev contre le vainqueur de Jiri Prochaska contre Rountree. Prochaska et Ankalaev se sont déjà un peu cherchés sur les réseaux, donc tu as un petit récit qui est en train de se créer entre deux. Donc voilà, je dirais pourquoi pas. Pereira qui gagne, il faut peut-être penser au combat fun avec maintenant que John Jones est en dehors de l'équation.
prendre le vainqueur entre Gane et Aspinall, ça pourrait être une option de super fight, tu vois. Jones, il est pas très loin. on pourrait la voir à la Maison Blanche, tu vois, contre Pereira. Non, Tu veux un il y a combat eu, fun. alors John Jones fait un genre de lobbying pour être à la Maison Blanche, Ouais. qui est pas encore 100% confirmé. Mais je crois que après, voilà, on sait les déclarations de Dana White. Ah, il y aura jamais de MMA féminin à l'UFC, blablabla. Lui, il va avoir son title shot, il l'a pas. Donc on sait que les déclarations de Dana White, c'est pas toujours la réalité. Mais il a fait une déclaration en mode, non mais moi pour la Maison Blanche, j'ai besoin de personnes sur lesquelles je peux compter. Ouais. Et c'était en réponse à quand on lui demandait par rapport à John Jones. Ouais, Et je crois qu'il peut pas compter sur John Jones. Enfin, historiquement. Bien Ouais. sûr. Mais un Alex Pereira qui gagne, qui reprend sa ceinture. Jones qui revient en 93 en light ouais, heavyweight. peu importe, ça serait un Oh. super fight. Ça serait juste un super fight, tu vois. Ouais, Peu ouais. importe, je pense pas en 93, parce que déjà qu'il faut pas faire confiance à John Jones, alors lui faire confiance qu'il descende. Il va nous faire une Gastelum. Non. mais pourquoi pas, super fight, combat fun, Pereira, Jones en poids lourd, voilà, tu vois, Ouais. c'est un combat qui se fait. Et Jones, s'il foire ce combat-là, enfin, faut arrêter, quoi. Il sera largement favori sur oui. le combat, donc Ouais. donc il y a un monde, il y a un monde. Ouais, il y a un monde. Ouais, ce serait marrant. Bon, on a fait le tour. Brian, en tout grand merci. Au début, c'était un peu bizarre d'être comme ça. On a l'habitude de se voir via une caméra. Et puis là, je savais C'est plus clair. trop regarder. Je regarde l'écran, je regarde Brian. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Donnez des feedbacks parce que le Sky Studio ici, il est nouveau. Donc, on attend des feedbacks pour améliorer la qualité du son, la qualité de l'image, la qualité des lumières. Donc, tous ceux qui s'y connaissent un peu là-dedans, mettez des feedbacks en commentaire. Donc, de nouveau, merci à Social Sky de nous mettre à disposition le Sky Studio. Brian, merci d'avoir fait le déplacement. En tout cas, une fois qu'on est dans le flow, c'est mieux en présentiel. Ouais. Et j'espère que pour l'audience, c'était pareil. Merci à tous, à très vite. Ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.